Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir pourquoi votre banquier refuse votre crédit immobilier. Réussir à se faire financer quand on se lance dans l'investissement immobilier, c'est la première pierre à l'édifice de votre investissement et c'est la première étape. Généralement, ceux qui se lancent dans l'immobilier n'ont pas forcément des mille et des cents à investir, ils n'ont pas l'argent pour réaliser cet achat et se tournent donc vers des banques pour obtenir un financement. Or, à l'heure où je vous fais cette vidéo, en 2025, on sort d'une période qui a été compliquée, qui a été étrange depuis 4-5 ans avec le Covid, avec les conflits géopolitiques qu'il y a pu avoir et tous ces éléments ont engendré un contexte économique compliqué avec beaucoup d'inflation, avec des banques qui ont resserré et augmenté les exigences pour continuer à faire des crédits. Donc on arrive dans une phase où ce n'est peut-être pas forcément le plus simple pour réussir à lever des crédits auprès de la banque, mais c'est tout à fait réalisable. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer les 3 principaux points qui peuvent faire que votre banquier refuse de vous financer votre projet d'investissement immobilier, et on verra également comment vous pouvez contourner tout ça, comment vous pouvez réagir pour tourner ces points-là à votre avantage et maximiser les chances d'obtenir votre financement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si tu veux te renseigner davantage sur l'immobilier, regarde dans la description, j'ai le lien vers une formation complètement offerte que j'ai mise en place. Je vous explique comment je suis passé de 0 à 18 appartements en l'espace d'environ 5 ans et comment vous pouvez en faire de même également si vous commencez de 0 aujourd'hui. Donc première raison qui peut faire que votre banquier va refuser votre projet immobilier, c'est si vous arrivez avec un taux d'endettement déjà trop élevé. Aujourd'hui, les banques n'ont pas le droit de dépasser le seuil de 35% d'endettement. C'est-à-dire qu'un organisme supérieur, donc qui s'appelle le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, va mettre en place des contraintes que les banques sont obligées de respecter, auquel cas, si elles y dérogent, elles auront de grosses amendes. Donc depuis, je crois, 2021, le HCSF a obligé les banques à financer un endettement maximum de 35% pour les résidences principales. Donc tout simplement, si vous avez 1000 € de revenus, vous pouvez vous endetter jusqu'à hauteur de 350 € par mois, 35% d'endettement. Attention, cela comprend tous les crédits que vous allez avoir. Donc déjà, un des premiers éléments qui fait que votre dossier va sauter régulièrement, c'est que vous avez un taux d'endettement déjà trop élevé. Pourquoi? Parce que vous avez souvent acheté votre résidence principale, qui ne génère pas d'argent, donc c'est juste une charge et non pas un revenu. Que vous avez des crédits conso sur une voiture, sur des télés, sur des téléphones qui sont à des taux mais exorbitants, donc forcément ça vient faire monter votre endettement et donc réduire votre capacité d'emprunt. Et aujourd'hui, les banques sont vraiment non flexibles avec ce taux d'endettement. Alors vous allez pouvoir réussir quand même à passer un petit peu au-delà. Pourquoi? Parce que tout simplement les banques ont des pourcentage de dossiers qui peuvent faire passer sur dérogation avec des taux d'endettement légèrement supérieurs. Mais si la banque accepte de vous suivre à un taux d'endettement un poil plus élevé que l'obligation imposée par le HCSF, c'est parce qu'en face, vous avez du reste à vivre. Donc si vous gagnez 1500 € et que vous êtes au-delà de votre taux d'endettement maximum, vous n'aurez pas de dérogation. Par contre, si jamais vous avez un bon reste à vivre et que vous êtes endetté à 35% mais que vous gagnez 5000 €, bon bah il vous reste encore de l'argent en fin de mois pour vivre, pour subvenir à vos charges et la banque part du principe qu'il est moins risqué d'augmenter un petit peu l'endettement de quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent que d'augmenter l'endettement de quelqu'un qui a un salaire beaucoup plus raisonnable. Parmi ce pourcentage de dérogation, donc on parle selon les banques, mais environ 20% des dossiers, parmi ces 20% de dérogation, ils ont une obligation que 20% de ces dérogations soient au moins à 80% des résidences principales. C'est-à-dire que si vous venez les voir pour passer un projet d'investissement immobilier, une résidence secondaire, alors même si ce n'est pas pour y habiter vous, pour en profiter pendant les vacances, mais aux yeux de la banque, ce sera considéré comme une résidence secondaire, la banque sera beaucoup moins clémente. Donc là déjà, vous voyez quelques petites portes, quelques petites solutions. Votre dossier d'investissement immobilier, plutôt que de le présenter comme un investissement, peut-être que ça peut être une option aujourd'hui de le passer comme une résidence principale. Mais ça, je reviendrai dans les détails plus tard. Deuxième point qui vont faire que les banques vont peut-être vous refuser le dossier, ça va être si vous n'avez pas assez d'apport, si vous avez un apport personnel insuffisant. À noter également que l'apport personnel va être également mis en balance avec le reste à vivre après opération. Si vous avez 10 000 € de disponibles aujourd'hui et que vous dites que vous allez mettre un apport de 9 000 €, ben vous avez un reste à vivre après avoir fait l'opération de 1 000 €. Donc ça, un banquier, ça lui fait peur parce qu'il sait qu'avec 1 000 €, si vous avez ne serait-ce qu'un imprévu au niveau de votre copropriété, un imprévu au niveau de vos travaux, n'importe quel imprévu, vous allez vous retrouver à zéro, à découvert et dans une mer de noir. Donc ça, forcément, le banquier va regarder l'apport que vous mettez, est-ce que vous en mettez assez, et également votre reste à vivre après opération. Donc très important, si vous avez 10 000 € dans la poche aujourd'hui, je vous conseille sur 10 000 € par exemple de mettre
50%, donc 5 000 € d'apport. Comme ça, vous avez un reste à vivre de 5 000 € qui vous permet de pallier à d'éventuels imprévus. Les banques demandent ces apports pour montrer votre engagement déjà sur votre dossier et pour être en capacité d'analyser un petit peu votre gestion financière. Comme je vous l'ai dit, si vous arrivez avec un projet où vous leur dites c'est bon, j'ai besoin de X milliers d'euros, donc j'ai 10 000 € d'apport pour ce dossier, mais derrière je suis à zéro, eux déjà c'est un mauvais signal que vous leur envoyez. Donc là encore, ça leur permet déjà de jauger votre gestion financière. Au-delà de ça, eux si vous voulez, ils se couvrent avec ces apports parce que ça leur permet de vous faire payer tous les frais. Donc les frais, alors les frais qu'on a quand on souscrit un crédit, généralement ça va être les frais de notaire qui sont pas liés au crédit, mais qui sont liés à votre achat immobilier, mais qui font partie des frais initiaux qu'il va falloir mettre. Et aujourd'hui, on parle de 10% en général. Frais de notaire, 7%. Et les 3% restants, ça va être pour couvrir les frais de la banque, qui sont globalement les frais de dossier et les frais de garantie. Aujourd'hui, quand vous prenez un crédit bancaire, vous êtes garanti, un organisme de cautionnement va se porter garant de votre prêt. Donc si jamais vous êtes en défaut de remboursement, ce sera l'organisme qui va payer la banque et après l'organisme qui va gérer avec vous. Mais globalement, c'est soit cet organisme de caution qui va vous prendre des frais, donc pour un crédit à 100 000 € à peu près, je crois qu'aujourd'hui, moi c'était là récemment, j'ai payé 1 800 € je crois sur de frais de garantie. Et si c'est pas une garantie mais que c'est une hypothèque, vous allez avoir également des frais d'hypothèque. Donc dans tous les cas, les 3% et donc ces 10% au global servent à payer tous les frais inhérents à votre achat immobilier. Et de cette manière, même si derrière vous étiez en défaut de remboursement, la banque s'est déjà fait payer quand même des frais de dossier, des frais de souscription auprès de l'assurance, des frais de souscription auprès de l'organisme de cautionnement. Et donc forcément, la banque sera déjà payée et aura une petite garantie par rapport au travail qu'elle va fournir, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner de l'argent pour un crédit, ça demande de faire bosser un conseiller, d'envoyer un dossier en examen, etc., etc. Troisième point qui va rentrer dans la balance, c'est votre profil. Est-ce que vous êtes un profil risqué? Aujourd'hui, c'est sûr qu'une banque préfère un profil sur le papier qui n'est pas à risque, donc une personne qui est en CDI, qui a un revenu fixe tous les mois, même si, attention, je ne suis pas en train de juger de la pertinence de ces critères. Pour moi, c'est une connerie absolue et quelqu'un en CDI est tout aussi instable qu'un auto-entrepreneur ou un entrepreneur, un indépendant. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais la banque va, dans tous les cas, préférer un profil sûr, un profil avec un revenu récurrent. Donc, de cette manière, je vous conseille d'essayer, dans la mesure du possible, d'aller voir votre banque avec un CDI, un contrat de travail à durée indéterminée, ou alors avec des bilans en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que société, avec au moins 3 bilans, c'est bien, c'est parfait. Si vous avez 3 beaux bilans qui vous permettent de montrer que vous gagnez de l'argent, que vous générez du bénéfice, mais si vous n'en avez que 2, ça peut encore passer. Mais vraiment, allez voir la banque avec un profil le plus rassurant possible. Et donc, le plus rassurant possible, ça va passer donc par votre statut, mais également par votre gestion financière. Là, encore une fois, si sur vos extraits de compte, on voit des moins 200 balles en boîte de nuit le samedi soir, etc., ce sont des mauvais signaux que vous envoyez à vos banquiers. Aujourd'hui, quelque chose qui est sous-estimé, mais je sais que j'ai un banquier, moi, qui me disait, on fait attention au retrait d'espèces. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui retire 50 balles par semaine, et on ne sait pas pourquoi, on voit retrait espèces 50 € par semaine, mais en fait, eux, ils pensent de suite que c'est pour aller acheter de la drogue. Et peut-être que c'est le cas, et peut-être que c'est pas le cas, mais encore une fois, vous envoyez un mauvais signal et vous laissez planer un doute. Donc, si vous pouvez arrêter de fumer déjà, mais au-delà de ça, en fait, évitez toutes les opérations suspicieuses. Et moi, je vous conseille même, alors techniquement, c'est un peu border de faire ça, mais d'avoir un compte d'exploitation, un compte qui vous sert à vivre et un compte qui vous sert à montrer à la banque. Et tout simplement, vous pouvez très bien avoir un compte dans une banque française classique où vous mettez vos assurances, votre téléphone, voilà, 2-3 frais normaux. Mais tous vos frais de sortie, les restos, les bars, etc., si vous pouvez les faire passer sur un compte type Revolut, N26, etc., c'est toujours mieux. Et limiter un maximum vos dépenses. Le but, c'est d'investir dans l'immobilier, de servir de son argent pour réussir à mettre en place une machine qui vous rapporte encore plus d'argent. Et pour faire ça, vous avez besoin de ne pas être un panier percé, de ne pas dépenser votre argent à tout va. Dans cette notion de profil, il y aura aussi vos antécédents bancaires. Si vous avez déjà eu des problèmes avec des établissements bancaires, il y a des chances que ça remonte et que ce soit vu dans le fichier des banques lors de votre souscription à un contrat. Et donc, ça ne lancera pas des bons signaux. Donc, ces 3 points, ce sont les 3 points qui vont revenir le plus souvent et qui vont, dans la majorité des cas, être un des motifs de refus de votre crédit. Donc maintenant, vous voyez également qu'il y a des opportunités. Il va y avoir des manières de contourner tout ça et de réussir tout de même à se faire financer. Comme je vous l'ai dit avant de finir sur le 3e point juste avant, la banque est très attachée à votre profil. Donc là encore, faites vraiment attention à présenter un bon dossier bancaire bien structuré,
ou vous avez l'air du parfait petit père de famille ou du parfait jeune dynamique qui vient de rentrer dans la vie active, attention à vos dépenses et également, mine de rien, un point qu'il ne faut pas oublier, attention à apporter un vrai bon dossier, un bon investissement à votre banquier. Je vois trop de personnes aujourd'hui qui se précipitent, ils font une visite, l'appart leur plaît, ils font une offre au prix, ils l'achètent, il n'y a même pas une négociation, c'est acheté trop cher, ils savent pas combien ils vont mettre de travaux. Donc forcément, le banquier, il voit ça arriver. C'est pas un investisseur immobilier, mais il voit passer des dossiers régulièrement. Selon les banquiers que vous avez en face de vous, ils vont connaître le marché immobilier du secteur. Donc attention également, si ils estiment que vous faites un mauvais achat et que vous allez vous planter et que ça va être un boulet, une corde au cou, ça va également jouer en votre défaveur. Donc attention à montrer un bon profil, à montrer que vous êtes capable de gérer votre argent, à essayer de paraître le plus stable possible. De toute façon, la relation avec votre banquier, ça va être du gagnant-gagnant. Vous êtes dans une relation win-win. Imaginez vraiment cette notion de balance, de risk-reward. Quel est le risque pour la banque de me suivre contre quelles sont les récompenses qu'ils vont avoir. Donc le but, c'est de faire monter les récompenses, donc d'alourdir les récompenses pour faire oublier les risques ici à vous suivre. Donc les récompenses, vous allez devoir aller dans le sens du banquier, lui dire ok, bah, vous souscrivez peut-être à l'assurance PNO chez lui, vous allez peut-être ouvrir une assurance vie, vous allez peut-être faire venir vos comptes avec vos salaires, vous allez peut-être les faire tomber dans sa banque à lui pour pouvoir permettre d'avoir de l'épargne dans la banque, parce qu'aujourd'hui, les banques utilisent l'argent des contribuables, de ses clients, pour aller trader sur les marchés financiers, gagner encore plus d'argent. Donc votre argent va être placé par des traders rattachés à cette banque, et donc plus ils ont d'argent dans leur caisse, plus ils vont pouvoir également, eux, gagner de l'argent. Donc là encore, voilà, où il faut comprendre, apprendre le fonctionnement du système bancaire pour pouvoir derrière jouer en la faveur du banquier, en échange tout simplement, qui vous suivent sur vos projets immobiliers. Deuxième point, deuxième solution qui peut vous permettre de débloquer des dossiers, ça va être la mise en concurrence. Trop de personnes aujourd'hui se contentent d'aller voir leur banque historique, la banque de papa et maman, la banque dans laquelle ils ont toujours été, et vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, alors que les banquiers aujourd'hui, selon les maisons, hein, c'est pas le même fonctionnement partout, mais vont être récompensés, vont être primés sur le nombre de souscriptions, le nombre d'ouvertures de nouveaux comptes pour des nouveaux clients, le nombre de souscriptions à des assurances vie, le nombre de ventes d'assurances, le nombre d'assurances vendues au cours de l'année. Donc tout ça, ce sont des objectifs qui rentrent dans l'évaluation des conseillers bancaires que vous avez en face de vous. Donc il y a souvent plus d'efforts et d'opérations commerciales pour les nouveaux clients, pour essayer de séduire des nouveaux clients, que pour entretenir son carnet client existant. Aujourd'hui, il faut savoir aussi, si vous êtes un client historique de la banque, mais que vous n'avez jamais pris de crédit, que vous n'avez jamais été à découvert, que vous avez une petite carte bleue qui est pas colossale, mais en fait, vous êtes un mauvais client pour la banque parce que ils ne gagnent pas d'argent sur vous. La banque aujourd'hui va gagner de l'argent sur ceux qui finissent à découvert, qui payent des agios, vont gagner de l'argent sur ceux qui ont des crédits, vont gagner de l'argent sur ceux qui ont souscrit aux assurances proposées par la banque. Donc attention, une banque historique dans laquelle vous êtes depuis longtemps va peut-être faire un peu moins d'efforts pour vous séduire qu'une nouvelle banque. Et donc, ces efforts pour vous séduire, le produit d'appel, par exemple, ça peut être ce crédit immobilier. À l'époque, c'était un gros produit bancaire, le crédit. Aujourd'hui, les taux sont quand même relativement bas, même si ça a remonté, là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est autour de 3%. Mais à 3%, ça reste des taux relativement bas. Donc, le crédit, c'est presque un produit d'appel. Ils veulent vous récupérer comme client pour derrière vous faire souscrire une assurance vie, une assurance auto, une assurance PNO, par exemple, pour votre achat immobilier, vous faire ouvrir un compte, vous faire venir les salaires chez vous, chez eux. Donc encore une fois, voilà, un banquier aura envie de vous séduire et pour lui donner envie de vous séduire, il faut que vous soyez un bon profil, des bons revenus, une belle opération, que vous montriez que vous sachiez que vous savez de quoi vous parlez. Et tout ça, ça va jouer en votre faveur et ça va vous aider à vous faire financer. Et troisième point qui peut aussi permettre de débloquer un sujet, c'est que des fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, pour un même dossier, avec les mêmes éléments présentés, j'ai un banquier qui m'a suivi, l'autre banquier qui m'a pas suivi, et parfois même dans la même banque, au sein de la même maison. Donc, il n'y a pas de mauvaise banque, il n'y a que des mauvais banquiers, et attention à la personne que vous avez en face de vous. Idem, chaque banque va avoir sa politique, mais aujourd'hui, par exemple, quand vous avez des revenus immobiliers, certaines banques vont considérer ces revenus en appliquant un abattement de 30 ou 40% sur les revenus pour se sécuriser, d'autres vont prendre 100% de vos revenus, d'autres vont prendre un loyer théorique de longue durée, même si vous faites de la courte durée, sur lequel ils vont appliquer un abattement. Donc en fait, selon les banques, ça va vraiment varier, et moi j'ai vraiment déjà vu le cas où un banquier me dit « Ah non, non, on suit pas, on fait pas confiance à la location courte durée, donc vos revenus immobiliers, on va prendre un loyer théorique en longue durée, qu'on va venir minorer ou on va appliquer un abattement de 30%. Donc en fait, on va considérer 70% d'un revenu théorique d'une location longue durée, alors que je faisais de la courte durée. »
Et dans la même banque, j'ai un autre banquier qui m'a dit « Non, mais ça fait déjà un moment que vous faites de la courte durée, on vous fait confiance, on prend en compte 100% de vos revenus immobiliers en location courte durée. » Donc en fait, là où un banquier qui va avoir une estimation à 550 € de location longue durée, sur lequel il applique 30% d'abattement, en fait, il va prendre en compte 400 balles de revenus, alors que dans la même banque, on m'a pas pris 400 € de revenus en compte, on m'a pris 1500, qui est à peu près le chiffre d'affaires que je fais mensuel par studio à Toulouse. Donc forcément, vous comprenez bien qu'entre 400 € et 1500 €, il y a quand même 1100 € d'écart. Donc forcément, sur un dossier, 1100 € de revenus en plus, ça vous libère, si on respecte cette règle de 35% d'endettement, ça vous libère plus de 350 € par mois de crédit. Donc ça peut tout simplement débloquer un dossier. Donc encore une fois, attention à l'interlocuteur que vous avez en face de vous et n'hésitez pas, n'ayez pas de pitié là-dessus. Si vous n'avez pas le feeling, si vous avez l'impression que votre banquier est complètement perdu, il y en a beaucoup, allez ailleurs, allez en voir un autre et vous trouverez certainement un bon banquier à un moment parce que ça existe également. Il y a beaucoup de neuneux, mais il y a également beaucoup de très bons banquiers. Enfin, en tout cas, il y a quelques très bons banquiers et au moins beaucoup quand même aussi de banquiers qui savent quand même de quoi ils parlent. Donc là encore, attention à ne pas vous verrouiller sur une seule banque, un seul conseiller, mais par contre, derrière, vous devez essayer de monter votre valeur au maximum, votre valeur perçue, et vous devez rentrer dans un jeu de séduction où vous devez faire en sorte que la banque ait envie de vous séduire. Donc, soyez un bon profil, ayez une bonne gestion financière, un bon projet immobilier, travaillez votre sujet, sachez de quoi vous parlez quand vous arrivez en rendez-vous et vous verrez que tout va bien se passer. Maintenant, je voulais revenir pêle-mêle sur 2-3 petits conseils que je vais pouvoir vous donner également pour la banque. Le premier, ça va être déjà qu'il y a des solutions pour contourner le taux d'endettement. Aujourd'hui, ce taux d'endettement mis en place par le HCSF, c'est pour les particuliers. Quand vous achetez en société, alors attention parce que souvent on me dit oui en SCI, du coup on contourne le taux d'endettement, mais non parce qu'une SCI c'est une société civile, donc le caractère civil de la société engendre que la banque va analyser l'endettement du porteur de projet, enfin de l'associé ou des associés. Donc en fait, ça va être votre profil perso qui va être analysé. Maintenant, sur des véhicules commerciaux, sur des SAS par exemple, sur des SASU, vous allez pouvoir contourner un petit peu ces contraintes du HCSF. Alors attention, si vous êtes seul en personne physique au capital d'une SAS, vous allez être analysé aussi comme une personne physique. Maintenant, si vous mettez une holding au capital d'une SAS fille qui emprunte, alors là c'est différent parce qu'on aura 2 personnes morales sur le dossier et donc le cadre du HCSF ne s'applique plus. Vous pouvez également faire en sorte d'avoir des revenus complémentaires pour augmenter vos revenus et donc augmenter votre capacité d'emprunt également. Vous pouvez aussi faire des délégations d'assurance avant même de souscrire au contrat de la banque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la banque, quand elle vous fait une proposition, elle va inclure son assurance, mais des fois vous pouvez trouver bien moins cher ailleurs. Donc si vous faites une délégation avant même le dossier, ça va vous permettre de réduire vos charges tout simplement, et donc si vous réduisez vos charges, ça vient rééquilibrer la balance et vous retrouvez de la capacité d'emprunt. Il y a aussi un point par rapport au scoring bancaire. Aujourd'hui, toutes les banques ont des algorithmes qui permettent de noter les clients. Et aujourd'hui, moi par exemple, un banquier du Crédit Agricole m'avait présenté tous les critères pour avoir un bon scoring bancaire. Alors il n'y a pas de grande surprise, mais globalement ça va être de ne pas être à découvert, d'avoir plus de rentrées d'argent que de sorties tous les mois. Au Crédit Agricole, le nombre de produits auxquels on a souscrit dans la banque rentre aussi en compte dans sa notation bancaire. Et en fait, en fonction de votre scoring, un profil qui va s'afficher vert avec une bonne note va avoir un niveau de délégation au local qui va être plus élevé qu'un profil à risque avec un mauvais scoring. Donc si vous êtes un profil avec un mauvais scoring, que vous demandez un crédit, vous savez que soit ça va être niet directement, soit ça va partir en examen national au siège parce que votre petit banquier en face, votre conseiller, n'aura pas la main pour vous financer. Alors que si vous étiez un bon client avec un bon scoring, ça part pas au national, ça reste à la main de votre banquier qui a le pouvoir de choisir si oui ou non il vous finance. Donc là encore, faites attention à votre scoring bancaire et globalement, si vous respectez ce que je vous ai dit sur le bon profil, sur la gestion financière, vous aurez un bon scoring. Donc n'oubliez pas que c'est principalement une négociation avec la banque. Vous avez aujourd'hui plusieurs choses à défendre pour vous. Vous avez également plusieurs choses à donner pour la banque. Donc à partir de ça, il faut réussir à trouver un équilibre. Et peut-être qu'aujourd'hui, une banque va vous dire « Ok, moi ça m'est déjà arrivé, on vous suit. Par contre, vous avez obligation, alors on n'est pas obligé, on peut y aller, mais on vous suit, mais par contre on compte sur vous pour jouer le jeu et prendre les assurances chez nous. » Auquel cas j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, même si je pouvais trouver des assurances moins chères, je dis je joue le jeu, vous me suivez, je vous suis aussi sur les assurances. Donc derrière, ça va être de la négo et ça m'est arrivé de négocier un peu ma durée, de négocier ma durée de différé, la durée du prêt. Pas tant que ça sur le taux au final, parce que des fois pour gratter 0,1%, 0,2%, je préfère à la limite avoir toutes mes autres conditions validées et que le taux on n'y touche pas trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je préfère réussir à négocier une longue période de différé, réussir à négocier
un 25 ans au lieu d'un 20 ans, réussir à négocier une exonération d'IRA, d'indemnité de remboursement anticipé si jamais je vends avant, plutôt que de négocier 0,1% sur le taux en fait. Donc ça, encore une fois, après à vous d'estimer ce qu'il est juste de négocier, mais n'oubliez pas qu'une bonne négociation, c'est une négociation où les deux parties sont gagnantes. Donc votre banquier, vous ne devez pas essayer de l'enfumer, vous devez essayer d'être dans une bonne relation commerciale, que tout le monde y trouve son compte et vous verrez à partir de ce moment-là que ça peut débloquer tous vos dossiers. Donc si votre dossier n'a pas été validé, pas de panique, il existe des solutions et ces solutions, je les évoque et j'en parle plus dans cette formation offerte où vous avez le lien en description, j'en ai parlé en début de vidéo, mais je vous explique comment trouver une bonne affaire, comment vous la faire financer en 2025 et comment ensuite passer de 1 à 10 biens immobiliers en l'espace de 3 ans. C'est totalement offert, c'est du contenu de haute valeur, c'est dans la description, je vous invite à aller faire un tour. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire vos retours. Donnez-moi également des idées si vous avez des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir été présent, à la prochaine, ciao ciao.